Bonjour, M. Blanchette. Bien le bonjour. On va commencer par cette lettre que vous avez envoyée aux autres partis d'opposition, aux communes, pour les inviter à une rencontre pour pousser finalement Justin Trudeau à déclencher une enquête publique dans le dossier de l'ingérence étrangère. Bon, vous dites que les partis d'opposition doivent se concerter là-dessus. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir travailler ensemble dans ce dossier-là? Oh, assez facilement. Tout le monde, tous les partis d'opposition, donc la majorité des députés de la Chambre des communes souhaitent une enquête publique indépendante. Ils souhaitent que ce soit la Chambre qui choisisse la personne qui présiderait à une telle enquête. Donc, je suis assez optimiste. Je pense qu'on en est pratiquement à fixer le moment où une telle rencontre aurait lieu, puis déterminer à ce moment-là de quelle nature serait notre intervention commune. Mais le premier ministre ne fait que, passez-moi l'expression, que pelleter par en avant dans l'espoir d'échapper à une enquête publique. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est pourquoi est-ce que le premier ministre essaie toutes les manœuvres imaginables pour qu'il n'y ait pas d'enquête publique, même si je comprends qu'il y aurait des morceaux de l'enquête qui ne seraient pas totalement publics, parce que ça procède des services de renseignement, des services de sécurité, puis évidemment, les Américains ne font pas témoigner la CIA, donc c'est un peu le même principe, c'est notre service de renseignement. Mais de façon générale, au moins au plan politique, l'essentiel des travaux pourrait être public et très éclairant pour la population. Quand même, M. Trudeau s'est finalement rendu à la demande des conservateurs, entre autres de faire témoigner sa chef de cabinet, Katie Telford, qui va témoigner donc sur l'ingérence devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. Vous aussi, au Bloc, vous vouliez qu'elle témoigne. Bon, Justin Trudeau nous a déjà prévenu hier. Il a dit que c'est très limité, ce qui peut être dit publiquement, ce qui peut être dévoilé. Est-ce que le témoignage de Mme Telford est vraiment utile? En fait, qu'est-ce que vous espérez, vous, apprendre de ce témoignage? Je mettrais la nuance suivante. À partir du moment où les conservateurs déposent une motion demandant que la directrice de cabinet du premier ministre témoigne, on n'allait pas être contre ça. Donc, on a voté pour. Maintenant, je ne m'attends pas à grand-chose. Je m'attends à ce que Mme Telford, comme elle l'a fait dans d'autres témoignages auparavant, soit très habile et que l'argument du « Ah, vous savez, c'est la sécurité nationale, je ne peux pas répondre » soit surutilisé. C'est la raison pour laquelle le niveau de contrainte des témoignages de gens à être entendus, ça ne peut pas se limiter à un comité parlementaire. Ça doit se rendre à une enquête publique qui est pour l'instant la meilleure manière de travailler. Et il n'y a personne qui est arrivé avec une meilleure proposition publiquement à ce jour. Donc, voyons voir comment, qu'est-ce qui sortira de ce témoignage-là. Mais je n'ai pas de très grandes attentes. Je pense que ce que ça prend, c'est vraiment une enquête publique indépendante avec quelqu'un qui, puis c'est pas un reproche, on a le droit d'avoir des amis dans la vie, là, mais quelqu'un qui n'a pas cette espèce d'amitié et de proximité au sens correct en d'autres circonstances, mais proximité quand même avec le régime chinois ou avec la famille du premier ministre. Ça disqualifie complètement M. Johnston en termes d'indépendance, malgré ses états de service. Oui, bien, je vais revenir avec vous sur le fait, justement, qu'au Bloc, vous réclamez toujours la révocation du mandat du nouveau rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère dans les élections, M. David Johnston. Un mandat qui a été dévoilé hier. Vous voulez, vous le dites, une enquête publique. Mais quand on sait que le premier ministre a annoncé que David Johnston doit justement se prononcer sur l'utilité d'une telle enquête publique d'ici le 23 mai. Ça vient quand même assez rapidement. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement laisser à M. Johnston le temps de faire son travail, M. Johnston? Le problème, c'est le mot « temps ». D'abord, le mandat dit que M. Johnston peut envisager d'autres mesures ou d'autres tribunes subséquentes. Ça ne fait pas expressément état d'une enquête publique comme étant une des hypothèses. Mais M. Trudeau peut bien dire ce qu'il veut avec l'ambiguïté qu'il veut. Pour l'instant, c'est pas clair. Mais je veux même pas m'arrêter à ce mandat-là. Il ne sert qu'à gagner du temps. Or, je nous le rappelle, le gouvernement est minoritaire. Il suffirait d'une poussée d'hormones du NPD, puis on se retrouve en élection. Et dans l'état actuel des choses, on serait en élection avec une 3e élection consécutive, sinon une 8e ou une 9e, parce qu'on en apprend de plus en plus à tous les jours. Et ça fait longtemps qu'il y a de l'ingérence chinoise. On se retrouve avec une autre élection, avec une intervention étrangère, hostile, dans le processus électoral, parce que le premier ministre aurait décidé de gagner du temps. Et on en arrive à se demander, je ne l'accuse de rien, mais pourquoi il donne l'impression de vouloir cacher quelque chose ou que quelque chose ne soit pas révélé, alors que de toute évidence, le Service canadien de renseignement de sécurité eux-mêmes
pense qu'il faut faire quelque chose de gros. Bon. Parlons de la visite du président Joe Biden à Ottawa. C'est demain et vendredi. Vous avez remis une lettre à l'ambassadeur américain au Canada, David Cohen. Parmi les sujets que vous voulez voir soulevés lors de cette rencontre, il y a l'ingérence étrangère, justement, et le chemin, évidemment, Roxham. D'abord, sur l'ingérence étrangère, qu'est-ce que vous espérez de Joe Biden? De la pression. Ça ne se fera pas en public. Je ne crois pas que le président des États-Unis va publiquement dire au premier ministre du Canada qu'il n'est pas à son affaire. Je pense que privément, le président des États-Unis, dont on est en train de découvrir qu'ils enquêtent sur les ingérences chinoises au Canada, qui est un peu leur cours arrière depuis des dizaines d'années, le président des États-Unis risque de dire à M. Trudeau que la perméabilité et l'inaction du Canada face aux intrusions d'une puissance étrangère hostile et pas la moindre, c'est quand même la République populaire de Chine. D'après moi, il va lui servir une mise en garde assez sérieuse, mais ça ne se fera pas publiquement. Ouais. Sur le chemin à Roxham maintenant, la nécessité évidemment de renégocier l'entente sur les tiers pays sûrs, ce serait l'un des premiers éléments à discuter selon le Bloc. Pensez-vous d'abord qu'il y a vraiment une ouverture des Américains dans ce dossier-là? En fait, est-ce que leur attention aux Américains s'est pas complètement tournée vers ce qui se passe au sud, à la frontière avec le Mexique, et pas à la frontière avec le Québec, avec le Canada? À bien des égards, vous avez raison. D'abord, le nombre de migrants qui entrent aux États-Unis par le sud est infiniment plus élevé que le nombre de migrants qui viennent au Canada dans l'espoir de pouvoir entrer aux États-Unis par la frontière canado-américaine. Donc, leur tête est ailleurs. Mais je n'ai pas du tout confiance au premier ministre Trudeau pour présenter les inquiétudes québécoises quant à la capacité d'accueillir des dizaines de milliers de demandeurs d'asile par année, dont la plupart restent au Québec, jusqu'à ce que tout soit bien plein. Puis là, il en envoie un peu à l'extérieur du Québec. Des gens qui ont besoin de logement, qui ont besoin de services de santé, qui ont besoin de services en éducation, qui ont besoin de services de garde. Ces gens-là ont besoin d'avoir des ressources pour apprendre le français. C'est singulier. Ce n'est qu'au Québec, cette dynamique très, très particulière. Et je n'ai pas confiance que Justin Trudeau va expliquer ça à Joe Biden. C'était une des raisons fondamentales pour lesquelles j'ai écrit dans la lettre à l'ambassadeur, dont je sais qu'elle va se rendre par câble jusqu'au département d'État américain, la spécificité des enjeux québécois sur le chemin Roxham, et que ça a été un des principaux sujets que j'ai abordés avec l'ambassadeur lundi. Donc, bien lui expliquer ce dossier-là précisément. En terminant, M. Blanchette, je veux vous entendre sur vos attentes au Bloc en prévision du budget fédéral qui va être présenté mardi prochain par la ministre Freeland. On sait que vous avez 6 priorités, dont évidemment la hausse des transferts en santé à la hauteur de ce que les provinces demandaient à l'origine. Vous êtes d'ailleurs revenu à la charge encore hier aux communes pour réclamer les 40 millions qui ont été retranchés au Québec. En fait, est-ce que vous croyez vraiment à cette demande? Est-ce que Ottawa, finalement, au fond, a simplement gagné dans ce dossier des transferts en santé et que la porte est fermée? En démocratie, une victoire n'est jamais finale. À ma connaissance, la popularité, la satisfaction, l'engouement de la population du Québec et du Canada pour M. Trudeau et son gouvernement ne sont pas en hausse. Tôt ou tard, on se retrouve en élection. Quand on accumule des passifs par rapport à l'électorat, bien, éventuellement, il y a un prix à payer. Je ne m'amuse pas à commenter les sondages, mais les sondages les plus récents, 6, 7, 8 sondages récents, ont marqué une tendance très, très nette dans l'opinion publique. C'est un recul des libéraux et, incidemment, pour le Québec, une montée significative du Bloc québécois. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il y a quand même l'indication là qu'on a porté les bonnes choses, dont les transferts en santé. À l'heure actuelle, alors qu'on parle plus que jamais d'enjeux de santé mentale, imaginez s'il y a 1 an et demi, le gouvernement fédéral s'était rendu à la demande des provinces des ressources supplémentaires dans l'État québécois et dans toutes les provinces auraient pu être consacrées à la santé mentale de façon préventive pour faire l'identification des gens potentiellement à risque qui ne sont même pas dans des listes à l'heure actuelle. Il y a des enjeux de cette nature-là qui doivent être abordés dans le budget. Le Bloc québécois ne fera pas de compromis. Il ne fera pas de compromis pour cesser de dénoncer la discrimination contre les aînés qui ont entre 65 et 75 ans, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont payé des cotisations toute leur vie, puis qui se font dire « Oui, mais toi, tu vas en avoir moins que l'autre de 75 ans et plus. Dépense ton fonds de pension privé, puis si tu es encore vivant à 75 ans, là, on t'en donnera. » Il y a quelque chose d'odieux dans ce procédé-là. Il y a aussi, et ça a l'air d'une petite chose, mais pour les avoir rencontrés, c'est gros, le financement de l'enseignement en français
dans le Canada, à l'exception du Québec, est un enjeu important. La taxe de luxe sur les avions est quelque chose d'extrêmement nuisible pour un fleuron de l'économie québécoise. Bref, on a une liste assez détaillée d'enjeux qui doivent être soulevés. Est-ce que Mme Freeland va nous écouter? Je ne le sais pas. Est-ce que les libéraux vont se retrouver en élection d'ici 2025? Oui. À suivre. Mardi. Merci beaucoup. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, merci beaucoup. Merci de votre temps.